Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous allez visiter une ville, tout ce qu'il y a de plus normal, et vrai, et réel. Docteur? Une vraie et banale, mais belle, oh oui, belle ville de province. Bienvenue, bienvenue. Ce moment est déjà passé, docteur. Rappelez-vous de votre rôle et c'est tout, Epstein. Pas d'improvisation. Maintenant, c'est la chanson. Puis vous direz votre texte. Cette zone de peuplement juif regroupe l'élite de notre race. Bienvenue à Thérésine, dans ce paradis sur terre, on a chassé tout souci. Viens donc ici où je suis, tu supportes plus la fumée, ce doit être la nicotine. Et pourquoi cacher ton étoile du regard de ta voisine? Que tu sois pauvre ou tsarine, viens donc ici où je suis. Bienvenue à Thérésine, dans ce paradis sur terre, on a chassé tout souci. Paradis. On arrive à Theresienstadt, ou Thérésine, par la route principale conduisant de Prague à Dresde. Cette zone de peuplement juif regroupe l'élite de notre race. Nous sommes environ 35 000 habitants ici, et pour garder toute une ville, il n'y a en tout et pour tout que 12 soldats SS. Thérésine, c'est 500 médecins, 40 bonnets amidonnés pour les serveuses, 60% de la population apte au travail, 2400 calories journalières par personne, 160 000 livres à la bibliothèque. L'Israélite de Thérésine est ici dans une sinécure. Ici, il n'y a plus de problème juif. Il y a la solution juive. Et comme c'est un Endlager, comprendre un camp final. On appelle ça la solution finale des Juifs d'Europe. On est arrivé à destination, on s'installe, on prend nos aises. Vous avez entendu parler des fameux transports? En voici justement un qui arrive. Nous allons nous rapprocher pour constater l'excellent accueil qui est réservé aux nouveaux Israélites qui nous rejoignent. Allez, Epstein. Souriez, Epstein. Ayez l'air heureux. Faites-leur coucou. Dites bonjour. Madame, nous vous avons préparé l'appartement avec terrasse panoramique. Les termes sont ouverts. Vous pouvez vous y rendre dès à présent, si vous le souhaitez. Monsieur, votre suite en pension complète à l'hôtel est réservée. Bienvenue, bienvenue à Thérésine. Bienvenue à Eldorado Thérésine. Juin 1944, la Croix-Rouge est invitée par les nazis à visiter une ville normale de province. Petite particularité, cette ville normale de province n'est habitée que par des juifs qui ont été directement sélectionnés pour la propagande nazie. Le but de cette orchestration et de cette mise en scène, c'est de faire croire au monde entier que les nazis traitent bien les juifs.
Ça va se dérouler lors d'une certaine journée, le 23 juin 1944. Et pendant 7 heures, le docteur Epstein, un juif qui a été sélectionné directement par le SS Karl Ramm, va réciter son texte. Son texte, c'est faire croire à la Croix-Rouge et donc à l'opinion internationale que tout va bien dans cette petite ville normale. Alors on va assister à un match de football, on va aller voir les sportifs qui se douchent dans les douches, dans les douches communes, et puis on va aller voir les pouponnières, on va découvrir la serveuse du bar communal et puis les restaurants de Térésine. On va aussi voir les travailleurs qui sont au champ, les travailleurs dans leurs ateliers. On va vraiment suivre le quotidien banal, normal et assez décevant finalement d'une petite ville où tout tourne bien. Petite particularité évidemment, et ben là chacun joue un rôle et les Juifs ont tous été rigoureusement sélectionnés par le commandant Karl Ramm lui-même. Et il y en a une bonne partie qui a été expédiée avant à Auschwitz pour les besoins de la propagande. Il fallait que tout le monde ait une excellente mine. Mise en abîme, Claire Auduit. Nous sommes là sur une scène de théâtre. Ce que vous venez de nous raconter, ce n'était pas du théâtre. Quoique. Ouais, c'était une drôle de mise en scène, en tout cas, une sacrée mascarade, un moment de l'histoire au cours duquel les nazis ont considéré les juifs comme leurs pantins, comme leurs marionnettes, et ils les ont forcés, en leur faisant croire qu'ils auraient la vie sauve eux-mêmes, ou que les enfants juifs auraient la vie sauve, ils les ont forcés à jouer cette mise en scène complètement obscène. Le docteur Epstein, ça fait plusieurs mois qu'il répète son rôle, ça fait plusieurs mois qu'il essaye de convaincre autour de lui que si ça se passe bien, ça se passera bien pour les enfants. Malheureusement, ça va mal se passer pour tout le monde, y compris le docteur Epstein lui-même, qui va recevoir une balle dans la nuque quelques semaines après la visite. Et puis on va effacer toutes les traces, on va exterminer toutes les personnes qui ont participé à la visite, parce que ce sera des témoins gênants. Donc c'est une drôle d'histoire, mais c'est la vraie histoire, avec un grand H. C'est ce qui s'est vraiment passé, et c'est ce dont on avait envie de parler dans cette pièce pour marionnettes, Eldorado Térésine. Alors justement, Eldorado Térésine, donc une pièce que vous avez écrite à partir des textes. On va les voir, parce que très souvent, pour ceux qui ne vous connaissent pas, dans le travail que vous menez depuis quelques années avec Rodéo Dames, donc les textes sont là à vos côtés. Au départ, il y a quoi? Il y a un texte... Ouais, au tout début, il y a le compte-rendu écrit par la Croix-Rouge internationale et qui raconte comment s'est passée cette visite. Alors ça semble assez indigeste, mais c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'on apprend que comment se passent les conditions de logement. La petite ville de Theresienstadt devait compter 12 à 15 000 habitants, une ville de garnison, les 2/3. Et donc on nous explique un petit peu à quel point c'est agréable, à quel point, il souligne, il y a suffisamment de rideaux, tapis, papier peint pour que les logements soient agréables. Alors ça, c'est en fait le rapport écrit par Maurice Rossel, le représentant de la Croix-Rouge, à la fin des 7 heures de visite. Alors c'est immense, c'est des pages et des pages de rapports. On apprend notamment que malheureusement le beurre a été remplacé par de la margarine. Et donc ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis nourrie de ce texte pour écrire le texte du docteur Epstein. Donc tout ce qu'on entendra sur le plateau prononcé par la marionnette du docteur Epstein, qui elle-même est manipulée par le commandant du camp Karl Ramm, c'est en fait le texte que j'ai retranscrit de ce rapport écrit quelques jours après la visite de juin 1944. Ce rapport est tellement positif, on le découvre notamment à la fin, il nous est fait état du fait que vraiment tout va bien pour les Juifs. Je ne vais pas retrouver exactement l'endroit, mais tout va bien pour les Juifs, tellement bien que si notre rapport devait laisser des questions en suspens, nous nous en excusons. Nous dirons que notre étonnement fut immense de trouver dans le ghetto une ville vivant d'une vie presque normale. Nous nous attendions au pire. Et cette ville est vraiment surprenante. Elle est d'ailleurs dirigée par un communiste stalinien de haute valeur, le docteur Epstein. Et donc à la fin, notre rapport ne changera le jugement de personne, chaque citoyen étant libre de condamner l'attitude prise par le Reich pour résoudre le problème juif. Si pourtant ce rapport dissipe un peu le mystère entourant le ghetto de Theresienstadt, c'est suffisant. Point. Avec ça, c'est malheureusement la mise à mort d'un grand nombre de Juifs qui avaient été gardés en vie en vue d'une seconde visite. Si celle de juin 1944 à Térésine s'était mal passée,
les nazis avaient gardé en fait un contingent de juifs vivants à Auschwitz dans le camp des familles. C'est là qu'Anouch est gardé depuis 7 mois. Il est en attente pendant toutes ces semaines et tous ces mois d'une éventuelle contre-visite si celle-ci n'était pas bien passée. Alors, Anouch, le prénom est prononcé Anouch Aschenburg. Oui, Anouch Aschenburg, ça c'est la deuxième partie des textes. Alors Anouch Aschenburg, il est envoyé à Térésine quand il a que 13 ans pour les besoins de la propagande. Et puis au bout de quelques mois, presque un an, il n'a pas assez bonne mine pour participer à la visite de propagande et donc il est envoyé à Auschwitz à 14 ans. Il va y rester 7 mois en attente, en stand-by. Et puis finalement, la visite se déroule très bien, le 23 juin 1944. Le 27 juin 1944, Maurice Rossel rend cet avis tout à fait positif. Et le 10 juillet, donc une quinzaine de jours plus tard, le temps que les ordres soient donnés, le camp des familles à Auschwitz, dont fait partie Anouch, ce quota de juifs gardés en sursis, va être exterminé, tout simplement. On n'a plus besoin d'eux, il n'y a pas besoin de deuxième visite. Avant tout ça, quand Anouch est encore à Térésine, pendant 1 an, avec les garçons de sa baraque, les garçons de la baraque numéro 1, Anouch va créer un journal clandestin et ils vont créer une république autonome, autogérée. Quelque chose qui existe que dans leur tête, mais qui leur fait sacrément du bien. Et le but de cette république, c'est de faire en sorte que chacun de ces garçons de la baraque numéro 1, qui s'appellent les Shkids, et qui appartiennent à cette république des Shkids, donc chacun des Shkidites a à nouveau des droits et des devoirs. Et ça fait beaucoup de bien dans cet univers irrationnel du camp de concentration, quand d'un seul coup, dans la baraque, on est quelqu'un, on est un citoyen. Donc c'est le but de leur entreprise, et ils vont passer pour ça par l'écriture. Donc ils vont créer un journal qui s'appelle Vedem, et le but de ce journal, c'est de rendre intelligible ce qui les entoure, et aussi des rires. Donc la caricature, l'humour, l'ironie, l'autodérision sont très très présentes. Donc le journal va tenir 21 mois. Ça veut dire que pendant plus d'1 an et demi, quasiment 2 ans, il y a 90 garçons qui vont se passer le relais et qui vont écrire ce journal clandestin dans le but de rendre supportable tout ce qui les entoure et puis de créer une petite confrérie et de faire appel à l'imaginaire aussi parfois pour s'évader. Alors c'est des garçons de 13-14 ans, alors voilà, ils passent par les caricatures pour parler des juifs. Là, on voit bien comment les juifs sont représentés, gros, gras, dans l'opulence, comme si en 42 ou en 43, un juif avait encore de quoi se nourrir. Puis voilà le blason des Shkids. C'est une fusée qui s'envole vers une étoile et qui utilise la littérature pour s'évader et pour partir. Puis comme c'est des garçons de 13-14 ans, ils ont des rêves de garçons de 13-14 ans. Alors évidemment, sortir, s'en aller, mais aussi rêver, voyager. Et il y a un dessin des garçons que j'aime beaucoup, c'est ce marin-là. J'aime bien parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas privés de toute leur enfance non plus. Ils ont quand même le droit de rêver qu'un jour ils prendront un bateau, puis ils trouveront en fait sur l'île un trésor. Et puis tout ça, ça finira, et puis. Voilà, ils se créent aussi des histoires, leurs histoires à eux. Et donc Anouch, il est un peu particulier parce que c'est un des principaux contributeurs du journal, avec Peter Ginz. Et Anouch, il a notamment écrit une pièce de théâtre dans ce journal clandestin qui s'appelle « On a besoin d'un fantôme ». Et c'est cette pièce de théâtre qu'on propose de jouer en seconde partie du spectacle Eldorado Térésine. Alors la première partie, c'est ce texte-là, le rapport de la Croix-Rouge. On vous rejoue sur scène la visite orchestrée par les nazis pour la Croix-Rouge. Et la deuxième partie, qui est bien plus forte, et qui là dénonce vraiment ce qui se passe, c'est la pièce d'Anouch « On a besoin d'un fantôme » qui raconte en fait le système concentrationnaire et qui évoque un tyran, qui n'est pas sans rappeler Hitler, qui s'appelle Analphabète Gueule Ier, et ce tyran veut faire en sorte que tout le monde pense comme lui. Maintenant qu'on est tous bien installés, bonsoir les amis, bonsoir les Shkidites. Petits frères du monde entier, soyons justes et soyons droits. Une république est née, ici il n'y a plus de roi. C'est la république de Shkid, où chaque homme est notre frère. Chrétien, juif et apatride, on a tous la même terre. Cet État, nous en sommes fiers. Chacun vote, chacun décide. Marchons tous sous la bannière de la République de Shkid. Que personne n'ose nous insulter, nous ne serons plus des proies.
Une république est née, ici chacun a des droits. État des lieux des citoyens de la République autonome de Schkid. À ce jour, nous avons déjà compté 64 Schkidites. Parmi eux, ont été déplacés en Pologne 12 Schkidites. Sont partis en convoi sans destination connue 13 Schkidites. Sont à l'hôpital 10 Schkidites. Sont à l'infirmerie 20 Schkidites. Sont morts 0. Les copains, ce soir, je vous propose un programme un peu particulier. Je vais pas vous lire mes poèmes aujourd'hui. Surprise. Vous avez deviné? Je vais vous présenter ma pièce. On a besoin d'un fantôme. Par Anouch Aschenbourg. Ça sonne bien, je trouve, non? Alors, ce soir, les Schkidites, on va bien rigoler. Oh, au fait, la semaine prochaine, c'est à mon tour de monter dans le wagon. Je suis sur la liste du prochain convoi pour l'Est, j'ai vu mon nom. Alors, faudra pas oublier de mettre à jour l'état des lieux des citoyens, parce que je passe de la ligne Schkidite à la ligne partie en convoi pour la Pologne. Alors ce soir, je vais essayer de vous faire rigoler parce que j'ai pas envie de vous voir pleurer. Hein, les gars? On dirait que l'histoire commence dans le palais d'Analphabète Gueule Premier, illuminé par Dieu. Acte 1, salle royale. Je ne sais plus quoi faire. Mon peuple se révolte contre moi avec ses pensées diffamantes. Il faut faire en sorte que le peuple soit persuadé que ce qui était avant, c'était bon. Ah oui? Ah. Nos ancêtres vivaient calmement et en paix. Et le peuple ne se révoltait pas. Il se concentrait au travail et obéissait. Votre Majesté, j'ai fondé des camps dans lesquels, avec des méthodes efficaces, les gens ne penseront plus. Pouvant en vérifier l'efficacité, pardonnez-moi, regardez donc les urnes des gens qui ne pensent plus. Elles nous apportent un bénéfice non négligeable à travers notre trésor royal secret. Oh, allez-vous-en avec vos méthodes. Nous n'avons pas besoin de gens qui ne pensent pas, mais de gens qui pensent comme moi, uniquement. Sinon, sur qui pourrais-je régner dans mes vieux jours? Vive votre majesté royale! Oui,
Votre carte des saucissons brutaux restera toujours à votre disposition. Avec votre permission, votre majesté, j'ai une proposition à vous faire. On a besoin d'un fantôme. L'idée est bonne. La mort? Oui, un squelette. De ça, les gens ont le plus peur. Le service de sécurité des saucissons brutaux pourrait l'accompagner. Oh, à votre service. Excellent. Oh, je vais vous proposer pour vous conférer un ordre de la bienfaisance. L'ordre du sang, par exemple. Oh, je vous félicite, monsieur le surcommandant en chef supérieur de la sous-section. Je vais l'annoncer à tous mes coreligionnaires. Passez-moi le microphone. À tous mes sujets. Dès à présent, j'ordonne que tous les vieux os de n'importe quelle origine soient ramassés par les organes exécutifs des analphabètes idiots. On ramasse tous les vieux os d'origine humaine ou animale de plus de 60 ans. Si quelqu'un omet une personne ou un animal qui sont en obligation d'être ramassés, il sera puni par la mort éternelle au feu infernal. Moi, le roi analphabète gueule premier, illuminé par Dieu, de ces ossements collectés, je construirai, sachez-le mes chers collaborateurs, un squelette qui hantera les gens et répondra ainsi à toutes les exigences de l'homme moderne. Génial. Alors, Hansa, en fait, c'est la toute première marionnette qu'on voit, et elle est volontairement d'une esthétique de doudou. C'est-à-dire que Hansa, la première fois qu'on on le voit comme ça, comme le doudou d'Anouche, en fait. Et c'est l'alter ego d'Anouche, c'est un petit renard, un petit garçon assez malin, qui essaie de comprendre ce qui se passe et qui va interagir. Alors c'est, en fait, dans l'imaginaire d'Anouche, d'un seul coup, ces marionnettes prennent vie, et d'un seul coup, c'est ces marionnettes qui vont nous raconter en fait ce qu'il est en train de se passer à plus grande échelle, au niveau de l'Europe, mais au niveau du camp de concentration aussi. L'idée, c'était de partir de souligner l'enfance. L'enfance d'Anouche, il a 13 ans, et de souligner le côté d'innocence, de jeu, de rêve dont on parlait avant. Et puis, malgré ça, sa grande lucidité, sa grande clairvoyance et son audace. Et je trouvais ça drôle, en fait, que ce soit l'histoire d'un petit renard et d'un ornithorynque et d'un dalmatien, et que ce soit, en fait, eux qui nous racontent ce qui se déroule vraiment dans notre monde, parce que les adultes falsifient et manipulent la réalité. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de parler des différents degrés de manipulation, en marionnette, évidemment, mais d'aller aussi plus loin, de passer par la vidéo, de parler de l'image mensongère, de l'image qu'on sélectionne, de ce qu'on montre, de prendre une photo, c'est déjà faire un cadre, c'est déjà exclure certaines choses. Donc, c'est parler de tout ça. Et puis, voilà, on a aussi de la chanson, à un moment, le SS fait chanter des Juifs. C'est intéressant, ça aussi, de penser à la manière de décliner cette manipulation, faire chanter quelqu'un. Et puis, il va même jusqu'à les faire danser. Enfin, on va très loin dans l'instrumentalisation de ces corps qui n'ont plus rien de libre et qui exécutent machinalement. Et on le voit assez souvent. C'est souvent le SS qui lui-même tire les ficelles de tout ça. Et on a fait volontairement des marionnettes avec des ficelles apparentes pour qu'on puisse voir cette main qui tire tout ça, qui tire ce jeu. Parce qu'au final, le plus important, ce sont ces femmes et ces hommes qui tiennent debout. C'est dans ces camps de concentration, dans ces camps, des gens qui continuent à penser que le théâtre, que la littérature, que l'imaginaire restera la seule chose en fait qui leur permettra de tenir debout face à la barbarie. Oui, complètement. Puis vous disiez des gens qui pensent des gens qui pensent tout court. C'est déjà extraordinaire de continuer à penser dans un camp de concentration, vu l'état de déchéance physique et psychique dans lequel sont plongés volontairement les déportés. Et là, qui plus est, quand on a 13 ans, qu'on est anémique, qu'on ne mange pas à sa faim, qu'on n'a plus son papa, qu'on a perdu tous ses repères, continuer
à écrire, à imaginer, à rêver et à faire rire ses copains. Mais ça, c'est extraordinaire. qu'Anouch ait pu provoquer des rires et des fous rires chez ses camarades en parlant des SS, qu'il appelle alors les saucissons brutaux, mais aussi des centres d'extermination que Anouch représente dans sa pièce et qu'il appelle les centres de ramassage. Il a peur de rien, il n'y a pas de tabou, ça suffit en fait. On leur ment du matin au soir, maintenant on va dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est un de ses poèmes, le tout dernier poème qu'Anouch a écrit et qu'on fait entendre à la fin de la pièce. Et le poème se termine en disant je suis seul dans les cendres après une flamme, et je le sais, il n'y a rien. Et voilà, et tout est dit. Il n'y a rien besoin de dire de plus. Anouch a fait le tour de la question en passant par de la poésie puissante et profonde, en passant par de l'humour et de la caricature via les dessins, en passant par l'autodérision et l'ironie via sa pièce. Et voilà, il a une palette extrêmement diversifiée, et c'est pas parce qu'il a 13 ans qu'on n'a pas en face de nous un grand auteur, qui nous manque maintenant parce qu'il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Sa vie s'est arrêtée l'avant-veille de ses 15 ans, en juillet 1944.